Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente que vous écoutiez et que vous suiviez Cube Radio, parce que vous le savez, c'est ici que ça se passe. Quand il y a des entrevues qui frappent, des entrevues qui marquent, c'est ici que ça se passe, mesdames et messieurs. Je vous donne un petit exemple. Au cours des derniers jours, j'ai fait une entrevue lundi, en fait, avec l'humoriste Martin Petit, parce qu'il a fait sa propre version du bye-bye. En fait, il a fait une revue humoristique de l'année qui a été vue par plus de 500 000 personnes. Comme c'était vraiment un phénomène viral lundi, j'ai fait une entrevue avec Martin Petit et on parlait de liberté d'expression. Puis on parlait surtout de quel bilan on peut faire après 10 ans de Charlie Hebdo, après 10 ans après l'attentat à Charlie Hebdo. Et à un moment donné, j'ai posé la question à Martin Petit. Je lui ai demandé, j'ai dit, Martin, il y a des gens sur Internet qui se plaignent de ta revue de l'année, qui trouvent que tu es intolérant, qui trouvent que tu vas trop loin et qui trouvent même que tu es d'extrême droite. Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Alors, voici la réponse de Martin Petit. Je vais vous expliquer après pourquoi je vous fais jouer cet extrait-là. Extrême droite. Fait que qu'est-ce que tu réponds à la madame, qui est peut-être un monsieur, peut-être une madame, peut-être une personne non-binaire, je sais pas, qui te traite d'extrême droite, Martin? Est-ce que ça te fait... en fait, humoriste masqué. Je pense que c'est important. Moi, je trouve ça le plus important, c'est de souhaiter une bonne année 2025. J'y souhaite énormément de bonheur. Puis, si moi, je suis la pire personne sur Terre, je pense que la Terre va quand même bien se porter. Ouais. Si c'est moi la pire personne sur Terre, je pense qu'on va vivre une belle année 2025. Alors ça, c'était le sens de l'humour de Martin Petit, qui est capable de... désamorcer une bombe, hein, parce que là, il sent qu'il y a énormément de pression, qu'il y a des gens qui sont fâchés contre lui. Il est capable d'utiliser l'humour et surtout la bienveillance. Vous l'avez vu, il est pas pantoute agressif, pas une scène. C'est pas tout le monde qui est capable de cette même bienveillance. Donc, hier soir, au Bordel, la salle d'humour, évidemment, le Bordel, la salle de spectacle, où il y a beaucoup de stand-up, Martin Petit devait présenter son nouveau spectacle, Un monde meilleur. C'était son premier spectacle de l'année 2025. Il y a eu des manifestants. Alors, c'est lui-même qui le raconte. Il y avait une quarantaine de manifestants, des gens qui avaient le drapeau palestinien. Ils sont mobilisés les policiers, mis un stress énorme sur les employés du Bordel. Et comme le dit Martin Petit, tout ça pour espérer mettre des limites à un humoriste et sa liberté d'expression. Et Martin Petit a écrit sur les médias sociaux, Cybèle, je m'adresse à toi, ma collègue Cybèle Olivier, qui était avec moi. Tu étais avec moi quand on a fait l'entrevue avec Martin Petit lundi. Martin écrit quelque chose de très important sur les médias sociaux. Il dit « Je sympathise avec tous les Juifs de Montréal qui vivent depuis 14 mois dans ce climat d'intimidation. Je pense qu'il faut que tout le monde dans la société québécoise soit solidaire de Martin Petit, qu'on adresse un message aux manifestants. Vous avez le droit de manifester, mais quand vous vous en prenez à un artiste, quand vous en prenez à un humoriste, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas le sens de l'humour. Vous n'avez pas le sens de l'humour. On a le droit de rire de tout. On a le droit de rire de la situation en Israël. On a le droit de rire de ce qui se passe au Québec. On a le droit de rire de ce qui se passe aux États-Unis. Puis c'est pas une petite gang de manifestants qui vont venir dire ni à Martin Petit, ni à qui que ce soit ce qu'on a le droit de dire et ce dont on a le droit de rire ou pas au Québec. Alors, Cybèle, je compte sur toi pour nous tenir au courant de ce que les auditeurs pensent. Est-ce que vous êtes équipe Martin Petit ou est-ce que vous trouvez que Martin Petit, dans son style d'humour, va trop loin? Il s'est attaqué à tellement de monde. Je veux dire, oui, tu l'as vu, toi, son bye-bye. C'était très bon. Il y a des gens qui ont continué de réagir sur notre messagerie 1-877-827-2346 pour dire c'était donc bien bon, c'était meilleur que le bye-bye. Donc, franchement, les Palestiniens n'étaient pas du tout le cœur de ces accusations ou de ces blagues pendant le show. Là. Je pense qu'il y a une exagération qui se fait clairement. Puis, savez-vous quoi?
Il y a des gens au Moyen-Orient qui ont plus de sens de l'humour que des manifestants à Québec. En tout cas, bref, c'était comme ça que je voulais commencer l'émission. C'est important d'être solidaire avec Martin Petit et tous les artistes. Alors, la personne que vous entendez rire ou réagir à ma droite, c'est Jean-Marie Lapointe. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour, Sophie. Merci de l'invitation. Ben, écoute, Jean-Marie, je trouve ça tellement important parce que on est au mois de janvier. Il y a beaucoup de gens au mois de janvier qui décident de prendre des bonnes résolutions, de laisser l'alcool. Toi, évidemment, avec la Fondation Jean Lapointe, chaque mois de février, c'est le défi 28 jours sans alcool. Depuis 12 ans. C'est notre 12 12e ans édition. maintenant. Ouais. Quel changement t'as vu au cours de ces 12 dernières années-là? Moi, je pense que ça a permis à tellement de gens de prendre conscience de leur rapport avec l'alcool. Puis on n'est pas là surtout... Je parle de la fondation comme la Maison Jean Lapointe. Puis mon père le disait lui-même, j'ai tellement eu d'années de fun à consommer que j'irai pas démoniser. Par contre, la journée que tu n'as plus le fun, là, on va intervenir. Là, on va faire de quoi? Alors, tu vois, la Fondation Jean Lapointe avec le défi 28 jours, c'est aussi pour permettre aux gens de réaliser, hey, c'est vrai que l'alcool fait vraiment partie de ma vie, que ce soit tous les jours. Puis on parle même pas de quantité, mais c'est qu'à tous les jours, tu vas ouvrir une bouteille de vin. Par réflexe. Par réflexe, par habitude. Tu es en train de cuisiner, tu es avec ta famille, ton conjoint, ta conjointe. Et là, on leur dit, ben, regarde, on va faire quelque chose. Pendant 28 jours, tu fais un arrêt d'agir et tu l'associes à une levée de fonds pour des gens pour qui ça peut devenir un grave problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le défi 28 jours qui n'ont pas de problème de dépendance. Par contre, ils réalisent à quel point, hey, moi, j'ai vraiment l'alcool présent dans ma vie. Voilà. C'est pas pathologique, mais c'est présent. Mais c'est important que tu fasses cette mise en garde puis que tu rappelles évidemment le bon souvenir de ton papa parce que on n'a jamais senti ni de la part de ton père, ni de ta part à toi, ni de la part de ta sœur, ni de personne un côté moralisateur de dire hey ben là faut se punir là puis là vous avez mal agi. Mais c'est important parce que le regard des autres est tellement important. Puis en même temps il y a aussi un regard des autres quand on arrête. Je te donne un exemple. Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des longues périodes où j'arrêtais l'alcool. Des petites cures, mettons. Là. Des petites cures. Des petites, des grosses, des moyennes, peu importe. Là. Et c'est le regard. Les gens, OK, tu vas souper chez des amis. Ben voyons, Sophie, pourquoi tu bois pas? Puis pourquoi gna gna, puis tout ça, puis le gna gna gna. La pression s'est rendue tellement dans notre tissu social que je dirais qu'il y a plus de moralisation envers les gens qui boivent pas qu'envers les gens qui boivent. Et surtout pour ceux et celles comme toi qui sont capables de prendre un verre et socialement, t'es capable de voir avec des amis, de prendre un verre, puis t'as du fun. Mais là, du jour au lendemain, tu décides de faire un arrêt d'agir pour toi, pour des raisons qui te regardent juste toi. Et là, ça met les autres mal à l'aise. Alors, c'est ça que des fois, tu te dis, mais alors, pourquoi t'es mal à l'aise au fait que je boive pas? Alors, les gens vont dire, ben, moi, je serais pas capable, ou encore, ben, voyons donc, c'est juste un verre. Alors, la pression sociale, c'est vrai, ça arrive, mais on n'est pas là pour dire, OK, bois ou bois pas, non, c'est pas important. On n'est pas là dans le jugement. Parce qu'évidemment, si tu développes un problème de dépendance grave, on va être là pour t'aider. Tu nous tends la main, on va t'accompagner là-dedans. Mais la très grande majorité des gens qui font le défi 28 jours sans alcool n'ont pas de problème de dépendance. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, et c'est ce qu'on essaie de faire, parce que tu vois, depuis plusieurs années, ça se fait aux États-Unis, ça se fait partout, c'est que les gens vont arrêter en janvier. Ils appellent ça le Dry January. Ils le font, c'est génial. Mais ils ne le font pas nécessairement avec une levée de fonds. Alors nous, on s'est dit, ça serait le fun de trouver une façon de récupérer beaucoup de gens qui le font par eux-mêmes, mais sans savoir que la Fondation Jean Lapointe le fait avec une levée de fonds. Parce que tu l'as dit dans l'entrée de jeu, c'est que ça n'a plus vraiment besoin de présentation. Les gens le savent que le défi 28 jours, mais il y a encore des gens, un petit peu comme, par exemple, un prof d'école va se raser le coco par un de ses élèves, a le cancer. Mais il va pas faire un don à Leucan pour autant avec le défi Tête rasée. Alors que normalement, c'est ça qu'on fait. Tête rasée, on associe les deux. Exactement. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est comment récupérer le plus de gens possible qui le font déjà, mais en le faisant avec un don, avec la Fondation Jean Lapointe. Mais ce qui est le fun aussi, parce que je l'ai déjà fait avec vous, c'est que donc on paye, je pense, c'est 28 c'est ça, puis on est accompagné. C'est pas juste on donne 28 pour la bonne cause, mais déjà juste ça, c'est bien. C'est que on a tout un accompagnement, puis c'est ça qui est le fun. Puis ça nous permet justement de se remettre en question.
surtout pour les périodes qui peuvent être difficiles. La première semaine où tu ne consommes pas puis t'es habitué de prendre un verre, C'est dur. c'est un petit peu plus dur. T'as un petit sevrage qui est peut-être pas tant physique, mais un sevrage un peu mental. T'es habitué, t'as une petite dépendance psychologique. C'est que t'as normal. le réflexe de faire, Ben oui. faire ça, puis de faire ça. Mais pas juste ça. Tu tends le verre, tu bois. Mais pas juste ça, Sophie. Ouais. T'as une bonne nouvelle. On lève le verre. T'as une promotion. On lève le verre. Ou encore, ça va vraiment pas bien avec mon couple. Viens, on va prendre un verre, tu sais. Voilà. Alors, Mais c'est moi, habitué, ça. Mais moi, c'est ça que j'essaye de défaire. OK? Je me suis rendu compte que l'alcool, c'était pas juste quelque chose que tu bois, que tu fais en mangeant ou socialement. C'est forcément associé avec un sentiment. Puis moi, ma Oui. réflexion ce mois-ci, ça va être ça. Comment je fais pour dissocier l'alcool des sentiments? Que l'alcool soit ni une punition, ni une récompense. C'est là-dessus que je travaille. Intéressant, ça. Oui. Ça, c'est bien d'en parler parce que beaucoup de gens vont se reconnaître dans Oui, ce que tu dis. c'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que nous, on a créé une page Facebook qui s'appelle La gang du défi 28 jours sans OK, alcool. OK. Donc, les gens qui s'inscrivent au défi 28 jours sans alcool de la Fondation, ben vous le faites, c'est simple, je vais le dire tout de suite pour pas l'oublier, défi28jours.com, défi28jours.com, et avec Facebook, on a un groupe qui s'appelle La gang Ben, du je défi l'ai. 28 jours sans alcool. Donc, les gens s'inscrivent et là, on va trouver un support. On a une gang. Le sentiment de gang est important, Ouais. surtout quand tu décides de faire un changement dans ta vie. Alors, il y a plein de Ouais. trucs, il y a plein de mots. Il y a des fois, il y a des gens qui paniquent. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un 5 à 7. Comment je m'en sors, tu sais? Alors, On a besoin de parrains. Puis, vous parlez Oui, de c'est vrai. gang, Jean-Marie Lapointe, puis il y a quelqu'un qui a mentionné ici. Moi, je trouve que maintenant, je pense qu'il parle de la différence avec avant. Moi, je trouve qu'il y a moins de pression sociale lors d'un party maintenant quand tu as décidé de prendre une pause d'alcool. Au contraire, les gens t'admirent de le faire. Pas de préjugés. Ça, c'est Yves de Québec qui nous écrit ça. c'est Ben, très t'es vrai. chanceux. Ça a changé? Ben, on salue C'est vrai. Yves. En même temps, il est chanceux. Je soupçonne que Yves soit plus jeune. Ça, c'est un phénomène. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un phénomène aussi. Chez les jeunes, là, c'est Ça rendu boit c'est moins. beaucoup moins. C'est ça, les chiffres le disent. Mais hein, j'ai peut-être un Jean-Marie? préjugé, mais Yves, Ah. pas si jeune que ça. Ouais, c'est vrai. Désolée, Ben, écoute, Yves, mais tu sais, je réponds veux à dire- Yves puis demande-lui quel T'as âge quel il a. âge, Yves? T'as quel âge, Yves? Mais Mais- c'est vrai, c'est belle ce que tu dis par rapport au fait que c'est moins démonisé le fait de ne pas boire. Ouais. Puis au contraire, on va l'encourager, mais peut-être que nous, dans notre génération, on est Voilà. un peu plus vieux. Puis toi, Madame la Française, c'est sûr que culturellement, Ouais. les gens boivent plus. On dirait Mais que écoute, c'est en plus France, habitué. les gens, ils commencent à boire super jeunes. Ben oui. Puis, tu sais, quand même, moi, j'ai déjà vu, quand j'habitais en France, quand on fête quelque chose puis qu'il y a du champagne, on en met dans un petit verre pour enfants. Même pour les enfants. Parce que c'est culturel. Ben, c'est culturel. Et ça, c'est intéressant. Ça fait partie aussi des discussions qu'on a maintenant. C'est que légaliser veut sous-entendre des fois banaliser. Ouais. Autant que ce soit avec le cannabis que l'alcool, c'est rendu un peu banal. Mais au contraire, l'alcool, c'est quand même une substance sérieuse. Pour parler un peu des aspects plus négatifs, c'est que de toutes les substances, si t'arrêtes subitement, t'es un gros consommateur d'alcool. Nos personnes en situation d'itinérance, Ouais. là, s'il y en a qui boivent depuis des années puis qui décident d'arrêter du jour au lendemain, il y en a qui peuvent en mourir. Absolument. C'est très sérieux comme dépendance. Alors évidemment, on n'est pas là avec le défi 28 jours, mais tout ça fait partie des conversations. Et c'est ça qui est Mais intéressant c'est la pendant un mois. réflexion. C'est la Exact. réflexion. Alors, Exact. je partage plein de trucs avec toi. Donc, depuis samedi, j'ai pas pris une goutte d'alcool. Donc là, on est rendu mercredi. Samedi soir, j'ai dormi comme un bébé. Dimanche soir, j'ai dormi comme un bébé. Lundi soir, mardi soir. La première chose que je remarque, c'est pas évidemment la perte de poids ou des affaires comme ça. Ça va venir au bout Ouais. d'un mois. Mais la première chose, c'est le sommeil. Et c'est fou. Et en fait, je suis en train de décortiquer des affaires dans ma tête et je me dis, dans le fond, j'adore l'alcool. Ben oui. J'adore prendre du vin, mais j'haïs les effets. Je déteste comment l'alcool me fait sentir, pas sur le coup, le lendemain matin. Sur le coup. Prendre un Je pense coup que tout le sur monde le est coup. d'accord là-dessus. Je veux juste dire, il y a 70 Ouais. ans, Yves de Québec. Bon. Il dit qu'il a cessé de boire à 30 ans, plusieurs échecs avant la réussite. Donc, des fois, c'est long, mais on y arrive. Puis, je suis certaine que sa vie doit être beaucoup plus appréciable maintenant. Et lui, il doit bien dormir depuis un bout. Mais plusieurs échecs, mais je suis contente. Merci, Cybèle, de nous avoir amené ça. Plusieurs échecs. Je veux te raconter, Oui. puis je nommerai pas évidemment la personne, mais j'ai une amie plus jeune qui était sobre depuis 2 ans.
Elle allait au AA, puis tout ça. Et à un moment donné, elle a eu une rechute peut-être 1 mois avant Noël. Et c'est correct. Puis là, maintenant, elle est sobre. Combien de rechutes on peut faire? Je veux dire, la rechute fait partie du rétablissement. Puis il faut pas juger non plus quelqu'un qui fait des rechutes. Là. Non, puis tu sais, ça demande des fois encore plus de courage pour une personne de se relever après avoir été abstinent ou ça pendant plusieurs années et de revenir dans une salle de meeting puis de dire, bon, écoutez, après 10 ans, 5 ans, 15 ans, peu importe le nombre d'années, j'ai rechuté. Et les gens, des fois, sont gênés, ils ont honte. Au contraire, ça demande tellement de courage de se relever de ça, puis de se lever au sens propre comme au figuré, parce que les gens, tu te lèves dans une salle de meeting et tu vas chercher ton jeton du nouveau, et là, tu fais ton coming out devant tout le monde. Ben oui, après 15 ans, j'ai rechuté. Alors, ça fait juste dire à quel point, moi, j'avais entendu ça dans une salle de meeting. Pendant que toi, tu fais ton meeting, t'es dans le rétablissement, la maladie de l'addiction est dans le parking, puis elle a fait des push-ups. Elle s'entraîne. Elle attend juste le moment où tu vas avoir un moment de fragilité, puis pow, elle va te ramasser. Parce que c'est ça aussi, c'est que l'addiction est une maladie et qui est très sournoise et qui est vraiment vicieuse. Elle peut te ramasser au moment où tu attends le moins. Exactement. Et c'est pas forcément le moment où tu vas être le plus déprimé ou le plus joyeux. Tu le vois pas venir, puis bam, ça te frappe. Donc, je trouve que c'est très important. Je te dirais que même au-delà que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, le défi 28 jours, juste de décortiquer notre relation avec l'alcool, c'est tellement intéressant, c'est tellement passionnant. Puis si on peut le faire en plus en donnant des sous, parce que vous faites des choses extraordinaires à la Fondation. Avec un don minimum de 28 $, tu es officiellement inscrite à faire le défi. Soit tu le fais tout seul, tu te joins à une équipe, ou tu peux faire un don un peu plus substantiel de 89 $, puis tu reçois en retour une belle boîte cadeau avec plein de drinks, plein de cadeaux sans alcool. Et là, tu peux le faire vraiment avec des idées. Ça existe. Tel cocktail. Oui, surtout toi qui aimes prendre le verre, tu vas remplacer ça par un verre sans alcool d'un drink qui est super bon. Oui, mais il y en a plein. Moi, j'adore, par exemple, la Corona. Moi, j'adore la Corona. Mais la Corona sans alcool, honnêtement... Go. Le goût est vraiment pareil. Je veux juste nommer les autres ambassadeurs. Jean-François Baril, Annick Jean. Toi, tu les connais, les autres? Monsieur Buis. Jean Buis. Ben, tu sais quoi? On a un dénominateur commun. Jean. On a tous le nom ou le prénom Jean. Et c'est un petit peu le slogan cette année. Jean-Barc. Jean-Barc, c'est ça. Jean-Barc. On aurait dû commencer avec ça. C'est plein de bons jeux de mots. Jean-Barc cette année. Défi28jours.com. On a un objectif de 900 000 $. Et j'ai un bon feeling. On est bien parti. On a une belle visibilité. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Merci Sophie de nous inviter. Donc, regarde, on touche du bois puis on veut atteindre et dépasser notre objectif de 900 000. Et l'argent recueilli, ça s'en va à la maison Jean Lapointe. On fait de la prévention, de la sensibilisation et du traitement pour des gens qui souffrent de problèmes de dépendance. Tu t'ennuies de ton papa? C'est sûr. Ouais. Ma maudite. Tu voulais me toucher. Oui. Mais c'est parce que j'étais là aux funérailles puis je me souviens tellement de quel mois c'était... Parce qu'il nous manque à nous aussi, Jean-Marie. Puis, je pense que papa serait vraiment fier de voir qu'à la 12e édition, on parle de lui, même on se sert de son nom pour faire un jeu de mots avec Jean-Barc, mais je pense que papa serait fier de voir ma sœur, qui est la directrice générale de la maison, Anne-Élisabeth Lapointe, mais de voir que ce mouvement de société-là part d'une grande détresse. Oui. De l'alcoolisme, de la mort. Ma mère est morte d'alcoolisme. Oui. Donc, tu comprends que dans notre famille, l'alcoolisme a été dévastateur. Mais papa a mis un genou à terre, il s'est relevé et il a donné son nom à une maison de thérapie qui sauve des vies et qui fait des choses extraordinaires pour la société et pour la santé des Québécois et des Québécoises. Donc, on est passé de la détresse à l'entraide. Il y a rien de plus beau dans la vie quand on descend aussi bas qu'on puisse après en faire quelque chose de beau avec quelque chose de laid. En fait, puis de noir, de triste et aussi de grande détresse. Puis tu sais, Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration à la Deuxième Guerre mondiale, avait dit qu'on pouvait survivre à toutes les souffrances pourvu qu'on y trouve un sens. Et ça, papa a trouvé un sens à sa détresse, à sa noirceur, à aider
ses frères et sœurs alcooliques et toxicomanes et dépendants. Donc, tu comprends que pour nous, ma sœur et moi et la famille, on est tellement fiers de prendre position et de faire aussi notre coming out dans les médias puis d'en parler. D'écouter, nous, on est des fils et filles de personnes qui ont eu des problèmes de dépendance, mais on se dit, à gang, on va être capable de faire une différence. Et tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Puis on a 28 jours pour le faire. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on y croit. Quel ambassadeur! Papa serait fier. On est Merci une belle beaucoup. gang. Je t'embrasse. Merci. Désolée de t'avoir fait pleurer. Je voulais pas. C'était pas ça mon but. Non, au contraire, j'avais entendu un des acteurs qui avait joué Spider-Man. Ouais. Il avait dit, parce qu'il venait de perdre sa mère, Ouais. puis il est venu ému comme moi je le suis, puis il avait dit à l'animateur, ben non, sens-toi pas mal. C'est que ça me permet de ressentir tout l'amour que j'ai pour ma mère, un peu comme pour mon père. Puis tu sais, la peine, des fois, c'est juste... J'ai pas assez dit à mon père que je l'aimais. Tu sais, c'est un manque d'amour qu'on n'a pas pu exprimer, qu'on n'a pas pu recevoir. Donc, c'est rien de négatif, au contraire. J'en parle, on célèbre mon père. Ben oui. Voyons. Alors, Fais-moi brailler quand tu veux. J'en parle, comprends-tu? J'en pleure. J'en parle, j'en pleure, j'embarque dans le défi 28 jours. Merci Jean-Marie Lapin. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Ma prochaine invitée, c'est une des femmes que j'admire le plus dans le milieu sportif. C'est Katia Bissonnette, la boxeuse. Je l'admire pour ses prises de position, pour sa clarté intellectuelle et aussi parce que vous en souvenez sûrement il y a quelques mois de ça, elle avait refusé de monter sur le ring parce qu'elle a appris quelques instants avant de monter sur le ring que la femme qu'elle devait affronter n'était pas une femme, enfin était une femme transgenre, était un homme biologique s'identifiant comme une femme, mais c'est pas exactement de ça qu'on veut parler, en fait pas du tout aujourd'hui, mais ça touche quand même la boxe, c'est que la boxeuse Katia Bissonnette veut encourager les boxeurs à participer à une équipe québécoise. Ben oui, c'est le fun les équipes canadiennes, mais nous on veut des équipes québécoises. Katia Bissonnette, bonjour. Bonjour, merci vraiment pour cet accueil-là. Vraiment, ça me touche beaucoup, Sophie. Ben, écoute, c'est tout à fait normal, Katia. Donc, moi, je vous suis sur Facebook, Katia Bissonnette, et vous avez lancé un appel sur Facebook. Vous avez demandé à tout le monde de le partager. Je me suis dit, ben, la meilleure façon de le partager, c'est de le faire à Cube Radio. Comme ça, tout le monde va en entendre parler. Un appel pour recruter des athlètes québécois pour représenter, donc, le Québec en Serbie. De quoi il s'agit, Katia? En fait, ça, c'est la Fondation Équipe Québec qui a travaillé, ça a commencé avec Robert Sirois, il voulait là une équipe nationale pour le Québec, puis ça a pris, quand la Fondation a intensifié ça a pris 8-10 ans avant d'avoir l'accréditation. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué pour eux, mais ils ont réussi à l'obtenir en 2022. Donc ça nous permet, le Québec, de compétitionner à l'international, donc de faire notre place sous le drapeau du Québec. Donc, on est allé pour la première fois aux Jeux olympiques scolaires cet automne à Bahreïn, au Moyen-Orient. Donc, moi, je suis allée avec l'équipe de boxe, mais il y avait 25 sports possibles. Wow. On en a amené 7 parce qu'il a fallu faire ça très rapidement, là, quand même. Puis, on a quand même terminé 20e sur 71 pays, seulement avec 7 sports. On a vraiment été très bons, surtout au karaté, badminton, natation. Il a reçu la médaille de fair play tellement qu'ils ont aimé comme leur esprit sportif, les Québécois. Wow. Et on a fait notre place, on a laissé nos traces. Puis là, on prépare Serbie, encore avec 25 sports. Puis c'est sous forme de forfait. Donc, tu sais, c'est nous, on a tout organisé. Puis les gens, ben, ils payent le forfait, ils payent le billet d'avion. Ils ont le temps d'aller chercher des commanditaires. Nous autres, on attend des nouvelles pour des subventions qu'on aimerait vraiment beaucoup avoir. Fait que, tu sais, tout est, vu qu'on l'a déjà fait une fois, ben, tout est beaucoup plus fluide, là. Tu sais, on a nos beaux habits Équipe Québec qu'on fournit aussi. Attends, Ouais, montrez-le-moi. OK, là, moi, je veux vous voir. Attendez. OK, Équipe Québec, j'adore ça. Alors, moi, ma petite fille... On a les pantalons, on a les t-shirts. Ouais. On a notre boutique en ligne pour ceux qui veulent avoir des items, mais tu sais là-bas c'est ça, il y a des parades, cérémonies d'ouverture, fermeture, c'est même chapeauté par le comité olympique, donc tu sais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Puis c'est une expérience qui est complète.
qui est culturelle. Il y a la soirée des nations où est-ce que là, toutes les cultures s'échangent des vêtements. Notre manteau était tellement populaire, mais là, tout le monde voulait quand même le garder. En tout cas, moi, je l'ai pas échangé, là. Mais tu sais, on découvre tellement plein de choses. Puis comme là, en Serbie, c'est là que la plus grande tyrolienne du monde. Donc, on va aller la faire, c'est sûr. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de sport, mais beaucoup de culture, d'activités. C'est vraiment une immersion, là, pendant un bon 10 jours, là. Fait que, alors, j'aimerais vraiment ça, là. Et voilà, accueillir le plus de jeunes possible, là. C'est des jeunes de 13, 14, 15 ans cette fois-ci. 13, 14, 15 ans, c'est pour ça que vous vous adressez aux boxeurs et aux boxeuses qui sont nés soit en 2010, 2011 ou 2012, parce que c'est l'âge requis pour participer dans cette catégorie-là, qui est la catégorie des jeunes. Je vais vous poser une question qui a peut-être l'air inoffensive comme ça, Katia, mais pourquoi c'est important d'avoir une équipe Québec? Ben parce qu'on a vraiment là un potentiel incroyable là. C'est fou comment que on est bon, tu sais, dans les sports de combat aussi, mais tu sais, je connais pas tout l'ensemble des sports en sens que moi je suis le coach de boxe, mais je m'occupe aussi de l'organisation là avec la Fondation Équipe Québec. C'est pour ça que il y a les 25 sports. S'il y a des gens intéressés qui viennent me voir là, il y a aucun problème. La question étant pourquoi c'est important? Ben pour avoir notre identité propre, notre autonomie. En tant que docteur en psychologie, moi je travaille constamment à ce que les gens deviennent indépendants et autonomes. Donc c'est juste la suite normale des choses. C'est ça, pas juste être indépendant. Ben oui, pas juste être indépendant individuellement, mais travailler cette autonomie-là en dehors du giron canadien, puis aussi de montrer la spécificité, j'imagine, du Québec, parce que quand vous parliez tout à l'heure du côté fair play des gens, tu sais, on est une société distincte, il faut quand même, on peut pas se le cacher, là. Oui, puis je pense que les gens l'ignorent. Ouais. Les gens l'ignorent, puis on était capable, je pense que tu sais, si je prends l'exemple du badminton, eux autres, ils allaient là comme pour, tu sais, le fun. Mais ils ont clenché, ils ont ramené des médailles, ils ont battu la Chine, tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, fait qu'on se surprend soi-même, tu sais, là-dedans. Donc, ça vaut le coup, puis faut croire en soi, là. Je pense qu'on fait ça sans croire en soi, puis ça fonctionne au maximum. Donc, tu sais, on y va, on continue, là. On est vraiment bien lancé, là. Le Québec a battu la Chine au badminton. Moi, ça fait ma journée, ça. C'est fou. Ben, oui, puis au karaté, on a ramené des médailles d'or. Je veux dire, l'équipe de karaté est incroyable. Là. Ils ont battu tellement des équipes. Je me souviens pas. Je pense que c'est l'Égypte qui est pas pire, ou en tout cas, on est vraiment fort. Ça là, c'est hallucinant. Là. D'accord. Donc, alors, oui. Parce que il y a une façon aussi de le voir. Attendez, je vais essayer de retrouver. Ah oui, c'est ça. À un moment donné, parce que vous nous avez envoyé un petit communiqué, puis ça dit on a la chance de se positionner non plus seulement comme une province, mais comme une nation à part entière. Ça, c'est beau parce que le sport, c'est jamais juste du sport. Il y a aussi tout un côté d'identité. Il y a un côté d'estime de soi, ouais, de communauté. C'est oui, l'estime. À ce niveau-là aussi, là. Ouais. Ce qu'on vaut vraiment, là, on le voit. Puis, on vaut cher, pareil, là. On a commencé en force, mais c'est vrai. Fait que, moi, je trouve que on est très bien parti. La Fondation Équipe Québec aussi, tu sais, tout le monde est impliqué bénévolement, hein. Fait que, tu sais, on y va avec cœur, puis ça fonctionne. Fait que, moi, j'invite vraiment, là, les gens, là, les athlètes, là, c'est les U15, mais tu sais, à Barennes, là, cet automne, c'était les 16, 17, 18 ans. Fait que tu sais, on va continuer. Là, on a commencé là, mais il va en avoir, là, puis moi, je vais continuer à m'impliquer, là, là-dedans, c'est certain, là. Fait que pour tous ceux qui sont dans le sport, puis tu sais, c'est les qualités requises, là, c'est vraiment les années de naissance, puis avoir comme la marge de manœuvre au plan du temps, puis l'aspect financier. Tu sais, il y a pas de qualification, là, à pu finir, là, de juste prendre les tops du top meilleur, là. C'est comme une expérience complète où est-ce que là-bas, par exemple, les sports de combat, même si la personne, exemple, elle perd un combat, mais toutes les autres jours, elle peut continuer à se pratiquer, à faire du sparring avec d'autres gens qui sont surtout, tu sais, des pays comme le Kazakhstan, justement le Japon, tu sais, on n'a pas la chance de faire ça, là, ici. Puis, dernier point, c'est que le Canada était même pas là. Fait que quand les gens à Soirée des Nations, quand le monde, ils disaient, mais le Québec, vous êtes pas avec le Canada, tout ça.
Non, j'ai dit, nous autres, là, tu sais, on y va avec notre identité, notre drapeau, on va être autonome, indépendant, puis le monde, Donc, tu sais, s'est changé des affaires, puis... Il n'y avait pas d'athlète canadien à Bahreïn. Non, il n'avait pas. C'est très drôle. Puis, ben oui, puis là, quand moi, mettons, je disais ça, là, mais là, le monde, il me donnait encore plus d'objets de leur culture pour m'encourager, tu sais, à ramener le Québec, tu sais, tout ça, là, pas, tu sais, décrocher du Canada indépendant de façon indépendante. Fait que c'est vraiment, là, on a du fun, puis c'est de tout rencontrer ces belles personnes-là. Tu sais, il y a des gens, là, qui ont gagné les Olympiques là-dedans. Il y a des gens, tu sais, tellement, là, l'élite, là, tu sais, aussi, qu'on rencontre d'un coach, dans les autres cultures. C'est fascinant. Moi, j'ai une idée, Katia Bissonnette. Dans quelques années, là, il va y avoir des élections au Québec. Présentez-vous. Le Québec va devenir indépendant, puis vous allez être ministre du sport avec vos beaux cheveux orange là qui vont jusqu'aux fesses là. Ça va faire, tu sais, ministre du sport qui est un peu rock'n'roll, ça va faire du bien. Ouais, ben oui, on va brasser un peu la cabane, ouais. Brasser un peu la cabane. Est-ce que je peux prendre quelques minutes quand même pour vous parler, Katia, de votre autre dossier? Donc, parce que on s'était parlé il y a pas tellement longtemps, justement, du fait que, au point de vue médiatique, la planète continue quand même à s'intéresser à vous et à votre prise de position par rapport à la présence des hommes biologiques dans le sport féminin. Est-ce qu'il y a eu des exemples récents ou, par exemple, quand vous voyez, mettons, par exemple, un homme biologique dans une prison pour femmes, j'imagine que ces questions-là continuent de vous interpeller? Oui, ben c'est officiel là, de savoir toute la difficulté que les gens ont avec les limites de nos jours à bien des niveaux. Là, ça en est un exemple vraiment flagrant. Moi, je respecte tout le monde et puis tout ça, mais je veux dire, à un moment donné, il faut s'en tenir aussi à la réalité. Là, c'est bon pour personne, là, le fait de cette espèce de négligence là, qu'on fait là, au plan de santé mentale, au plan de ça touche tout le monde, là, ces choses-là. Là, je veux dire, dans le sens, on prend l'exemple je parle vraiment des gens des fois qui peuvent abuser de ça. Là, je parle vraiment pas des gens de la communauté LGBTQ+, qui sont... Oui, vous faites pas d'amalgame, là. On parle de cas précis ou de gens qui ont commis des gestes, etc., là. Je parle plus des gens qui font des transgressions puis qui utilisent ça pour se faufiler ou pour jouer avec la réalité, pour en tirer... je trouve ça... c'est grossier, là. C'est malaisant, je trouve, là, aussi intellectuellement, là. Je trouve... comme c'est embarrassant, là. Mais je pense que ça va avoir... je suis quand même optimiste par rapport à ça pour 2025. Je pense que ça va tourner de bord. Fait que c'est la première fois que je suis optimiste face à ça depuis un certain temps. Je pense que les choses... Oui, le vent parce tourne, que on sent que le vent tourne. Je m'inquiétais beaucoup parce que ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Puis j'étais comme... Tu sais, la vie est déjà assez compliquée. Tu sais, si on peut mettre au moins des repères fiables pour nos enfants pour qu'ils puissent se structurer, tu sais, puis... pas qu'ils soient victimes d'abus ou de subterfuges ou qu'ils soient en prise quelconque de personnes ou de groupes malveillants, peu importe. Mais je veux dire, en tant qu'adulte, on a le devoir de protéger nos enfants, puis au plan psychologique, autant que physique, à tous les niveaux. Puis là, je pense que ça va prendre le bon tournant. Puis moi, je suis quand même soulagée de ça quand même. C'est quelque chose que je vivais avec au quotidien, à savoir, tu sais, j'ai à cœur la santé mentale des gens là quand même, surtout des enfants qui ont rien demandé puis qui sont là puis on peut pas les négliger là, on peut pas les abandonner là. Katia Bissonnette, vous avez dit qu'il faut s'en tenir à la réalité. Puis je vais juste faire un crochet entre ce que vous avez dit et ce que tu as dit tantôt, Sophie, en parlant de Mohamed El Ballouz, qui va être bon. On a reçu une question par rapport à Mohamed El Ballouz, justement, qui nous dit, quand on parle de la réalité, elle dit pourquoi les criminels sont pas condamnés pour leur sexe au moment du crime? C'est ça, c'est la réalité aussi. Lui, Monsieur El Ballouz était un homme quand il a commis son crime, il prétend être une femme aujourd'hui. Fait que ça nous montre aussi que s'en tenir à la réalité, pas juste Madame Katia Bissonnette qui pense à cette question-là, mais les auditeurs aussi qui se demandent c'est quoi la réalité, à partir de quel moment elle ne l'est plus. C'est ça. Puis Dieu sait que, Katia, vous l'avez vécu, vous, parce que si vous étiez monté sur le ring avec quelqu'un qui, oui, s'identifiait comme femme, mais avait la force physique d'un homme, puisque c'était un homme biologique, si vous aviez été mis KO, personne n'aurait dit, là, c'est une femme qui l'a mis KO. C'est un homme qui vous aurait mis KO si vous étiez monté sur le ring. Donc, à un moment donné, il y a aussi une réalité biologique qu'on peut pas nier.
Hein, Katia? On est d'accord là-dessus. Katia Bissonnette, vous êtes boxeuse, vous êtes responsable boxe à Équipe Québec, vous êtes aussi docteur en psychologie. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Puis donc, tout le monde qui correspond à ces critères-là, peut participer du 4 au 14 avril à ces Jeux, donc en Serbie, pour représenter l'équipe du Québec. Merci, Katia. Merci beaucoup. Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Bonjour Rémi, comment ça va? Bonjour Sophie, ça va très bien toi-même. Très contente de te retrouver, d'autant plus que tu vas évidemment faire ta chronique dans quelques instants, Rémi, mais je vais d'abord me tourner vers ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche, parce que on le sait, si jamais vous n'avez pas encore entendu le début de l'émission, l'humoriste Martin Petit, hier, devait faire son spectacle à la salle de spectacle Le Bordel, et il y avait des manifestants, quarantaine de manifestants pro-palestiniens qui ont manifesté chercher à l'intimider. Il y a beaucoup de gens qui réagissent sur nos médias. Tu as posé la question en début d'émission, est-ce qu'on est team Martin Petit ou pas? Puis finalement, j'ai pas dit team. Non, t'as dit... J'ai dit équipe. J'ai dit, êtes-vous équipe Martin Petit? Alors, les gens sont équipe Martin Petit. Sophie, puis je vais te lire 2 commentaires en particulier. Oui, s'il te plaît. Le premier, François de Montréal, qui nous dit « Équipe Martin Petit à 100%. Il serait temps que les autorités réagissent et prennent des mesures concrètes pour que les manifestants pro-Hamas et anti-Israël arrêtent de nous écœurer, de semer la terreur à Montréal et au Québec. » Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, M. Lambert. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit « Équipe des humoristes, pas juste de Martin Petit. Plus capable des curés et moralisateurs sans humour. Leur monde est unidimensionnel et sont parfois même cachés dans nos familles. » Alors, quand tu entends ça, parler de curé, Rémi, évidemment, c'est une expression qu'on aime bien utiliser pour dénoncer les gens. Qu'est-ce que tu penses de ça, que le jour même où on souligne les 10 ans de l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo, des gens qui cherchaient à faire rire, qu'à Montréal, un humoriste se fasse intimider par une poignée de petits militants, de curés bien pensants? Le mot juste, c'est intimidation, puis j'ajouterais lâcheté. Moi, l'une des plus grandes leçons qu'on m'a faites dans ma vie, c'est mon père qui me l'a fait quand je suis rentré à l'école primaire. Puis il m'a dit, tu t'en prends jamais à quelqu'un, vous mettez jamais 8 sur quelqu'un, vous mettez jamais 2 sur quelqu'un, vous mettez jamais 4 sur quelqu'un, dans la vie, c'est 1 contre 1. Puis une gang de manifestants comme ça qui entrent pour terroriser un humoriste qui est tout seul. Oui, il y a un public, j'imagine, mais il est quand même tout seul à faire face à cette menace-là. Pour moi, c'est de la lâcheté. Et je ne serai jamais du côté de la lâcheté. Que je sois d'accord ou non avec leurs idées, c'est les moyens que je trouve lâches. C'est dégueulasse. Mais c'est important de le mentionner. Et tu vois, sur les médias sociaux, Martin Petit a dit, je suis tout à fait solidaire avec la communauté juive qui, eux, vivent avec ce genre d'intimidation depuis 14 mois. Et je trouve ça très important aussi de mentionner que Martin Petit a dit, dans le fond, c'est que ça a insécurisé aussi tous les gens qui travaillent pour la salle de spectacle Le Bordel et qui n'ont pas à payer le prix des prises de position de Martin Petit. Donc, pour un individu avec lequel on n'est pas d'accord, il y a des façons de manifester son désaccord, mais laissez tranquille les gens qui travaillent à la salle de spectacle Le Bordel, bordel, point d'exclamation. Oui. Rémi, dans un tout autre ordre d'idées, on s'en va ailleurs. Tu voulais nous parler du fait que de plus en plus de gens délaissent un site, ça s'appelle comment? Ça commence par un T, ça finit par un R. J'ai jamais entendu parler de ça. Tinder. Mais c'est pas juste Tinder. Écoute, je voulais t'en parler parce que on est dans la semaine, je sais pas si tu le sais, dans l'année où il y a le plus de demandes de divorce qui sont faites dans les bureaux d'avocats en droit de la famille. Sais-tu quoi? Ça m'étonne pas et je t'explique pourquoi. Vas-y. Avec Richard, on a passé 2 semaines dans le sud. Et c'est rempli de gens qui se parlent pas pendant l'année, des couples, puis tout ça. Puis là, ils arrivent dans le sud. J'ai jamais... Tu sais, les gens, soit ils se parlent pas parce qu'ils sont sur leur cellulaire, soit ils sont en chicane. La bonne femme qui est là, qui est fâchée parce que le mari s'occupe pas des enfants autour de la piscine. Puis là, je me suis passé la réflexion en me disant, le temps des fêtes, là, c'est un temps où tu te retrouves collés l'un contre l'autre, puis tu tapes sur les nerfs sur un moyen temps. Tout à fait. Puis je lisais qu'en réalité, les gens attendent souvent en janvier parce que, ils peuvent se chicaner durant le temps des fêtes. Tu viens d'en parler, t'es dans le sud, t'es avec une personne avec qui t'es pas censé être. Puis ou dans le nord. ou dans le nord, ou dans l'est, ou dans l'ouest, ou même au centre. Mais t'es en vacances, puis t'es censé t'offrir du bon temps, puis tu réalises que t'es pas capable, même quand tous les paramètres se sont mis en ta faveur. Il y a des gens aussi qui font ça pour les bonnes raisons, attendre à janvier, c'est parce qu'ils veulent pas
imposer ça à leurs enfants avant le temps des fêtes. Ouais. Donc, tu te chicanes avec ta femme pour la 1000e fois, ton mari pour la 1001e fois, avant, je sais pas, à l'automne, puis tu te dis, écoute, en décembre, si on a pris la décision, t'attends janvier. Et là, évidemment, les gens se divorcent, donc les gens vont passer par une période difficile, la rupture, le chaos, mais du chaos émerge souvent la lumière. Et la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, tu t'organises, tu te dis, je vais essayer de retrouver l'amour. Comment tu fais? Aujourd'hui, les jeunes de ma génération, on a la réputation d'aller directement sur les applications de rencontres. Eh bien, il s'appelle quelque chose comme un phénomène, bizarrement, c'est la fatigue Tinder. Donc, ça s'appelle comme ça, ça la s'appelle, fatigue écoute, Tinder. J'ai découvert ça en consultant la prestigieuse section techno du site radiocanada.ca. Écoute, je me suis ramassé là, je sais pas comment. Puis, il y avait un article sur la fatigue Tinder. C'est quoi la fatigue Tinder? C'est le fait de s'inscrire sur Tinder ou alors n'importe quelle autre application de rencontre, constater qu'il y a des profils. OK, lui est intéressant, elle est belle. Puis, à un moment donné, tu fais comme, c'est un peu emmerdant faire ça, c'est blasant, et là tu deviens cynique, et là tu te mets à ce qu'on appelle ghoster. C'est d'ailleurs dans le dictionnaire de langue française maintenant, ce mot-là, ghoster. Ça veut dire que ça me donne de l'urticaire, mais tu bon, discutes avec des gens, mais comme tu es toujours dans un état d'esprit, tu sais, je vais te dire la vérité, Sophie, pour avoir déjà été sur une application de rencontre, t'es pas toujours bien habillé avec un petit verre de vin quand tu balayes. Là. Souvent, t'es sur le bol de toilette, là, hein? Ou t'es dans ton lit, puis tu te réveilles, puis t'as mal à la tête. Non, mais je veux dire, t'es chez t'es vous. Pas à ton meilleur. Non, voilà. donc t'es pas à ton meilleur pour pourtant rencontrer l'amour. Donc, ça mène à quoi, ça? Oui, mais attends, moi, j'avais compris que Tinder, c'était plutôt pour... Oh mon Dieu. Ça a changé. Sophie, viens-tu de faire? Non. OK, Ben oui. non, OK. Ben, c'est parce que, tu sais, on fait de la radio, on fait de la télé, je suis quand même pas pour utiliser toutes sortes de mots qui m'ont... Hugo, prends ton micro, s'il te plaît. Non, Hugo, il n'y a plus de micro. Parce que Hugo Veilleux, qui est journaliste à la recherche pour l'émission, il vient de dire... C'est pour mettre du ketchup, j'imagine, ton Quand signe. je fais ce signe-là, c'est le signe du ketchup. Pour débloquer c'est le vrai, ketchup. la bouteille de ketchup, Ouais. mais moi, la bouteille de ketchup à la maison, elle n'est pas en vitre, elle est en plastique, donc je fais squeak à la place. Ouais, tac, donc tu vas plus Non, vite. mais je pensais que Tinder, c'était pour... Non, mais Tinder, c'est pour rencontrer. Écoute, tu peux maintenant rencontrer des amis là-dessus. Sauf qu'à la base, c'est pour rencontrer l'amour. OK. Je pense mais que moi, c'est ça. j'appellerais ça le phénomène des boîtes de céréales. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et Cybèle, je te pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu arrives à l'épicerie et là, tu veux t'acheter des céréales. Et là, tu arrives devant la section des céréales et il y a 800 sortes de céréales. Puis tout d'un coup, tu as comme juste plus envie d'acheter des céréales parce qu'il y a trop de choix. Il y en a une avec moins de sucre, il y en a une c'est ci, il y en a une c'est du miel, il y en a une c'est... Et il y a tellement de choix que finalement, tu ne sais plus ce que t'aimes, tu sais plus ce que tu veux. Et moi, je pense que Tinder, c'est ça. Mais... Quand tu as trop de choix, tue le choix. Mais tu as totalement raison. Ça fait partie des explications qui sont avancées par des chercheurs qui commencent à étudier ce phénomène-là. Il y a une Québécoise qui fait sa thèse de doctorat sur la fatigue Tinder. Imagine-toi, là. Mais non, mais c'est passionnant. Non, mais je sais. Puis c'est l'une des explications. Tu me donnes une idée, Hugo, on va essayer d'avoir cette dame-là. Elle est doctorante en tout à fait. sociaux. Oui. Puis c'est donc une des explications, mais l'une des autres explications, c'est vraiment le fait que tu es dans un environnement qui n'est pas l'environnement qui est vraiment favorable à la drague. C'est-à-dire que tu n'es pas à ton meilleur. Donc, le pattern est un peu décevant. Les résultats sont décevants. Tu ne peux pas rencontrer l'amour comme ça. Et là, je le sais, Sophie, parce que j'en reçois des messages. Il y a des gens qui vont me dire, moi, là, ça fait 2 ans que j'étais avec mon chum, je l'ai rencontré sur Tinder, puis ça marche. Je vous donne 2 mois. Non, c'est pas une joke. Non, mais ça, c'est comme les gens qui disent, ma grand-mère a toujours bu 3 verres de scotch à tous les soirs, puis elle a vécu jusqu'à 100 ans. Ben oui, mais n'importe quelle statistique, tu vas trouver une exception qui confirme la règle. Continuez. Je voudrais juste renchérir en disant une anecdote où les gens, vous parlez de, tu sais, cruiser, faire de la drague quand vous êtes chez vous, puis tu disais quand vous êtes mal habillé. Mais il y a des gens, justement, qui s'y mettent à fond la caisse, à texter et à être séduisant, à dire plein de trucs, mais rendus au moment d'aller prendre un verre, ben, ils sont déjà lassés. Ben oui. C'est comme s'ils avaient dit tout ce qu'il y avait à dire avant, puis ils se disent, finalement, ça me tente plus. Mais écoute, moi, honnêtement, tout le monde le sait, hein, ça fait 22 ans, bientôt 23, que je suis avec Richard. Donc, Tinder existait pas il y a 23 ans. Mais moi, ce que je n'aurais pas aimé de Tinder et de tout ça, c'est que c'est le côté irréaliste. Si je devais prendre une feuille de papier puis dire c'est quoi mes critères pour rencontrer un gars, je dirais il ressemble à je sais pas, mettons Hugh Grant. Ouais, je l'ai vu dans un film hier. Pantoute! Non? Hugh Grant, c'est grand feluquet, c'est pas mon genre, pantoute. Non, mais c'est un mélange entre
Je dis Clive Owen, puis mettons Kevin Costner. OK, moi, c'est parce que j'ai juste ce bruit-là qui me vient depuis tantôt. J'arrive pas à l'oublier. La bouteille de ketchup. Ouais. Bon, mais mettons que je fais une liste de critères, puis il faut qu'il soit ci, puis il faut qu'il soit ça, puis il faut qu'il y ait un diplôme universitaire, puis il faut qu'il y ait ci, puis qu'il y ait ça. Et je suis avec un gars qui a même pas fini. Il y a un deck. Ouais. Alors, mais c'est le gars qui a le meilleur sens de l'humour au monde. Ouais. C'est le gars le plus... Ah! Richard est là, puis il est fâché. Ouais, Richard, viens t'asseoir. De toute façon, ton émission est dans 1 minute. Ouais. Mais tu sais... Non, mais dire que je suis un inculte ou quoi? Ben non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est parce que ça fait une semaine qu'on fait des blagues sur... Moi, j'ai un deck en bois traité. J'ai un deck. J'ai pas fini mon bac. OK. Non, mais toi, Je dirais pareil, qu'un deck. Richard, si t'avais dû faire une liste, si tu devais faire une liste de tous les critères pour une fille, ça aurait peut-être pas... Peut-être que moi, tu m'aurais vu passer sur Tinder et t'aurais dit, elle m'intéresse pas, cette fille-là. Non, si tu fais des critères là, objectifs, là, tu sais, mettons, moi, j'aime les grandes brunes. Puis tu peux rencontrer une petite blonde, puis tomber en amour. Ben je sais voilà. pas, Tout à t'as fait, aucune idée. tout à C'est pour ça que Tinder, c'est n'importe quoi. Ben, c'est parce que ça paraît Que je vous te êtes- vois pas, ça paraît que Martineau, vous êtes aller jamais sur allé là-dessus, Tinder. par contre, parce que ça marche pas comme ça. Là. Ah, non? Non, ça fonctionne pas avec des critères comme ça, puis l'algorithme te fait rencontrer seulement la grande brune ou la petite blonde. Mais le truc, c'est qu'au moins, vous deux, vous avez une belle histoire. Alors que quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder, là, C'est ça pas commence toujours très des bien. belles histoires. Rémi Villemur, merci. Cybèle Olivier, merci. Hugo Veilleux, merci. Jean-Philippe Leroux, merci. Richard Martineau, bonne émission. Je t'aime, mon amour. Restez à l'écoute pour Richard. À tout de suite. Kid.